RMC, le grand oral des grandes gueules. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Selon des informations publiées par RTL, le gouvernement dispose d'études d'opinion qui seraient rassurantes concernant le cas Darmanin qui est visé par une plainte. Et ces études prouveraient que les Français n'en veulent pas au ministre. C'est vrai ça ? Écoutez, moi je ne dispose pas de ces études, donc je ne vais pas commenter des études annoncées par l'un de vos confrères. D'accord. Mais Darmanin peut continuer à agir au sein de ce gouvernement. La règle, elle a été tempête est fixée, passée. mais la règle, elle est fixée par le Premier ministre depuis le début. Et dans ces matières, il faut faire le droit, rien que le droit. C'est des choses assez simples, à savoir que la mise en examen vaut sortie du gouvernement. Il y a eu une première affaire qui a été classée sans suite. Il y a une seconde affaire. On va voir les suites qui seront données ou pas. Mais il faut s'en tenir à cette règle-là. Il ne faut pas être ni dans le tribunal de l'opinion, ni dans le tribunal médiatique. Il est important qu'il y ait une libération de la parole des femmes, et on l'a vu, l'augmentation des dénonciations sur les violences faites aux femmes le dernier trimestre, c'est pas qu'il y a eu plus de violences, c'est qu'on en a parlé, et il est indispensable de pouvoir en parler. En revanche, de l'autre côté, et c'est l'équilibre, c'est la ligne de crête sur laquelle il faut se tenir, c'est que il y a une justice dans ce pays, qu'elle ne se fait pas ni sur les plateaux télé, ni par tweet interposé, elle se fait dans les tribunaux. Il y a une instruction, et à la fin de cette instruction, s'il y a une mise en examen, il devra partir. C'est la règle fixée depuis le départ, et on se tient aux règles qu'on a fixées. D'accord. L'autre actualité brûlante, c'est la réforme de la SNCF. Alors, ordonnance ou pas ordonnance pour faire passer cette réforme ? D'abord, il y a un rapport qui a été rendu sur une entreprise à laquelle on est tous très attachés. On a tous joué avec des trains électriques quand on était gamin, et donc il y a un attachement des Français très fort à la SNCF. Et l'objectif du rapport qui a été remis, c'est aussi de nous dire comment est-ce qu'on sauve l'entreprise qui va pas bien. Il y a 46 milliards de dettes. Chaque année, il y a une dette qui augmente de 3 milliards d'euros. Et donc on voit bien que la manière dont on a par ailleurs conçu le rôle de la SNCF depuis sa création au milieu des années 30, sans doute aujourd'hui était un peu différent. Elle a été un grand aménageur du territoire avec les lignes à grande vitesse, et aujourd'hui ce qui intéresse aussi beaucoup nos concitoyens, c'est les mobilités du quotidien, c'est faire en sorte que quand on va de son boulot à chez soi et le matin de chez soi à son boulot, les trains soient à l'heure, que la qualité du réseau soit la bonne, etc. Mais ça, on a délaissé ces trains du quotidien au profit du TGV ces dernières années. Oui, et donc nous, tout ce qu'on a fait dans le cadre des assises de la mobilité qui se sont tenues, c'est ce qu'a fait Elisabeth Borne pendant des mois, et ce qui doit nous aussi nous interroger en tant que gouvernement sur la suite, la stratégie à suivre pour la SNCF, c'est comment est-ce qu'on améliore les mobilités du quotidien pour faire en sorte que nos concitoyens qui utilisent le train tous les jours pour aller bosser puissent avoir des trains à l'heure, de bonne qualité, avec un réseau qui soit entretenu. Donc c'est pas simplement la question de est-ce qu'on va faire des ordonnances ou pas. Il faut pouvoir aller vite parce que la situation, elle est grave. Alors justement, parce que si dans cette réforme qui sera annoncée, il y a la suppression du statut du cheminot pour les nouveaux entrants, pour les nouveaux embauchés, on sent bien qu'il y aura des résistances. La CGT est prête à faire grève illimitée. Mais le Premier ministre fera des annonces en début de semaine prochaine. Il y a la question du statut, il y a la question de la gouvernance, il y a la question qui sera traitée avec les régions des petites lignes. Et là, je veux dire tout de suite, parce que j'entends beaucoup depuis des jours en disant, en gros, c'est à Paris qu'on va décider si on ferme la ligne au fin fond de la Nièvre ou dans le Lot-et-Garonne. Non, on va faire ça intelligemment avec les régions, parce que on le sait, il y a des petites lignes qu'il faudra maintenir. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de solution alternative à la petite ligne ferroviaire. Et puis, vous avez des petites lignes où parfois, il est plus utile de pouvoir avoir recours, par exemple, à des transports en commun par voie routière. Au car Macron ? Les cars Macron, mais pas que. Vous savez qu'il y a même des régions, et notamment dans dans ma région natale, la Bourgogne, où François Patria, l'ancien président de la région, me confiait que la région avait regardé, il était parfois moins coûteux pour la région de payer le taxi pour faire certaines distances courtes que de maintenir du ferroviaire. Donc là, vous voyez bien qu'il y aura des petites lignes fermées. De la couture, c'est du sur-mesure, c'est du cas par cas. Il y a des endroits où il faut conserver des petites lignes parce qu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser la route, et d'autres où il faudra sans doute fermer certaines lignes. Mais pourquoi passer par les ordonnances ? Certains disent attention, la SNCF, c'est un bien commun. Il faut que tous les Français s'emparent de ce dossier. Et via l'Assemblée nationale, il faut un grand débat à l'Assemblée nationale et pas aller trop vite. Je ne sais pas si ce sera les ordonnances. Deux, je rappelle que dans le cadre des ordonnances, c'est sur la table les ordonnances. Je rappelle que dans le cadre des ordonnances, il y a quand même 2 passages à l'Assemblée nationale, que c'est pas le gouvernement qui décide dans son coin avec le Parlement. Évidemment, il y a un débat au Parlement. Simplement, il y a urgence à agir. Il faut aller rapidement parce qu'on ne peut plus avoir donc c'est sur la table, les ordonnances. Une entreprise publique qui perd 3 milliards d'euros par an.
C'est le budget de la culture, c'est la moitié du budget de la justice qu'on engouffre chaque année dans cette entreprise publique. Sauf que Emmanuel Macron n'avait pas annoncé pendant la campagne qu'il réformerait la SNCF par ordonnance. Il l'avait dit pour le code du travail, mais pas pour la SNCF. À nouveau, la décision n'est pas tranchée. D'accord. Mais elle est sur la table. C'est une possibilité. Regarde la Constitution la dernière fois que j'ai vérifié. Charles Consigny. Non, je suis content que vous soyez notre invité aujourd'hui. Tant mieux alors. On a reçu. Moi aussi. On a reçu, parce qu'il y a des choses à dire quand même. On a reçu, je crois, il y a 15 jours ou 3 semaines, un de vos députés qui s'appelle Bonnel et qui. Bruno Bonnel. Bruno Bonnel, qui est l'ancien patron de Infogrames, je crois, qui oui. est une très belle entreprise lyonnaise. Et que j'avais attaqué sur le fait que ce gouvernement, qu'on dit libéral et moderne, en réalité ne baisse pas les impôts, en réalité continue avec un système où l'État prend une place folle. Et il m'avait répondu que oui, mais il faut voir que en France, ce qui est bien, c'est que même quand on est pauvre, on a tous les services publics qui font qu'en fait, on n'est pas si pauvre. En gros, c'était ça son raisonnement que moi je trouvais effroyable. Et j'avais pris un exemple, et j'aimerais bien vous faire réagir sur cet exemple qui peut-être vous semblera anecdotique, mais à mon avis, ça ne l'est pas. Le gouvernement auquel vous appartenez a décidé qu'il allait subventionner le permis de conduire des apprentis. Ouais. Il y a en France plusieurs centaines de milliers d'apprentis. Voilà, on va subventionner à hauteur de 500 € un permis de conduire. La moitié. Je vais encore me faire des amis dans les auto-écoles. Un permis de conduire écrit déjà. Qui abondamment, qui coûte 1500 à 2000 €, entre 1000 et 2000 €. Ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Là où aux États-Unis, ça coûte 25 $, le permis de conduire. Et donc moi, je vois là, si vous voulez, une espèce on ne reconnaît plus l'audace qu'on attendait pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un immense désir de réforme en France, qu'on attend notamment qu'on s'attaque au lobby, et le gouvernement l'a un peu fait. J'espère qu'il va le faire avec la SNCF, en tout cas qu'il s'attaque aux résistances sur lesquelles tous les gouvernements achoppent depuis plusieurs années. Mais typiquement, là, ce qu'il faudrait faire, c'est passer le permis de conduire à 25 € au lieu de dépenser de l'argent public. Le système. Mais bien sûr, au lieu de dépenser de l'argent public pour aller subventionner quelque chose qui en fait n'est si cher que parce qu'un lobby s'attache à ce qu'il le soit. Alors, mais faire croire qu'on peut avoir un permis de conduire à 25 € et donc on a des examinateurs qui seraient des examinateurs publics qui seront donc un coût pour l'État. Donc le permis de conduire à 25 €, c'est quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas qui existe sur le papier en théorie. Mais quand on est confronté au réel, qu'est-ce qui se passe? On a des apprentis, l'un des premiers frein à l'emploi dans les territoires, et en particulier dans les territoires ruraux, c'est le fait que vous avez besoin d'un véhicule pour vous rendre à votre boulot. Parce qu'il n'y a pas des bus partout, parce qu'il n'y a pas des trains partout, et parce qu'il n'y a pas vocation demain à construire de nouvelles lignes partout pour permettre à des jeunes apprentis d'aller bosser. Quand vous êtes dans une ville moyenne, vous avez souvent des zones artisanales ou des zones industrielles qui ne sont pas toujours desservies par les transports publics, et l'absence de permis de conduire et de véhicules derrière, c'est souvent un frein à l'emploi. Nous, on dit quoi? On dit très simplement, est-ce qu'il faudra réformer le permis de conduire? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a urgence sur un sujet qui est la question de l'apprentissage. Et l'apprentissage aujourd'hui, c'est en partie, en termes de frein à la mobilité, la question des transports. Et ben, on va permettre à ces jeunes qui sont en apprentissage d'avoir pour moitié un permis de conduire payé, et c'est une aide assumée pour l'apprentissage. Et ça, c'est en effet ce qui nous avait été répondu, mais tu voudrais qu'on casse ce système et ça coûte moins cher. Mais à la fin, si vous avez des examinateurs qui sont des examinateurs, parce que pour le coup, à 25 $, je ne sais pas comment. Mais nous, on a le permis le plus cher d'Europe. Hein. Je ne sais pas comment vous avez des examinateurs qui permettent de délivrer un permis de conduire. Aux États-Unis, c'est simple. Les gens apprennent à conduire avec leur famille. Ils apprennent. Des boîtes automatiques, c'est vrai que c'est un peu plus simple. D'accord, il y a des boîtes automatiques, mais le système est beaucoup plus simple. Je ne suis pas certain que le modèle américain soit le modèle à suivre sur tous les sujets. Sans doute, mais à mon avis, sur un certain nombre de sujets. Ce que je veux dire, c'est qu'on attend de ce gouvernement, on attend d'un président qui a été élu à l'âge de 39 ans, qui fasse preuve d'audace, et notamment qui s'attaque à ce genre de petits lobbies.
Mais vous savez, la question des petits lobbies et la question des grandes réformes de structure. Il n'y a jamais eu une réforme d'une telle ampleur sur le marché du travail. Il n'y a jamais eu une réforme d'une telle ampleur en termes budgétaires sur le rapport au capital dans ce pays. Il n'y a jamais eu une réforme du baccalauréat où un nombre de présidents de la République se sont échinés à essayer de le faire. Nous, on est en train de le faire. Sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, sur le logement. On a lancé des réformes structurelles qui font fi, justement, et d'ailleurs on le voit, il y a de la colère, il y a des impatiences, c'est important. Mais il y a aussi... Ah si, on l'a entendu encore ce matin dans le monde agricole, mais parce qu'on est là pour transformer. Et il y a des sujets qui sont des sujets plus ponctuels, les auto-écoles peuvent en être un. L'urgence, c'était de permettre aux apprentis qui aujourd'hui sont en apprentissage d'avoir un moyen de locomotion pour se rendre à leur boulot. Alors, vous l'avez dit, le gouvernement a lancé beaucoup de chantiers, c'est vrai, mais les Français, ils le font savoir dans les études d'opinion, sont pas très satisfaits. D'ailleurs, Emmanuel Macron, après être remonté dans ses sondages, rebaisse assez J'ai pas fortement. commenté la hausse, je commenterai pas les baisses. Je suis d'accord, mais c'est quand discipline. même un bon thermomètre, hein, le sondage, parce que peut-être que les Français se rendent compte que finalement, dans leur vie quotidienne, les choses n'ont pas vraiment changé. Et notamment en ce qui concerne le pouvoir d'achat, ils ont même plutôt vu dernièrement des augmentations arriver. Alors, quand il s'agit pas de taxes, ce sont des impôts. Quand il s'agit les pas, impôts, les impôts. quand il s'agit pas d'impôts, c'est le diesel qui augmente. Bon, c'est pour le portefeuille. Les impôts, c'est le prix des cigarettes. Oui, mais c'est assumé. Mais attendez, et donc finalement le pouvoir d'achat. Les impôts, on a beaucoup glosé sur 8 impôts qui augmenteraient. 8 nouveaux impôts. Ça a été sur Twitter, les réseaux sociaux, etc. Sur les 8, il y en a 6 qui sont payés par les entreprises, pas les Français. Il y en a 2 payés par les Français, c'est la fiscalité qu'on dit comportementale. Le tabac, 73 000 morts par an. J'ai aucun état d'âme à dire qu'il faut effectivement, et c'est malheureusement l'arme fiscale qui reste l'arme la plus dissuasive, c'est quand vous avez des augmentations importantes du prix du tabac, que vous avez une baisse de la consommation, en particulier chez les jeunes. On l'a vu, ça a été les augmentations Chirac en 2004, quand le tabac a augmenté de 15%, ça a baissé. Donc il y a ça, et il y a la question du diesel et du gasoil, et du diesel et de l'essence, où on a par ailleurs des primes à la conversion qui permettent justement demain d'aller vers un modèle. On peut pas avoir toujours les mêmes. Non, mais vous savez très bien, Benjamin Griveaux, ça pénalise toujours ceux qui sont en province, qui n'ont pas les moyens de prendre des transports, qui sont obligés. Il y a très peu de diesel à Paris. Il y a beaucoup de diesel en revanche en province. On en a même parfois 2 par famille parce que c'est le seul moyen de se déplacer. Et c'est vécu quand même, une fois plus, comme une punition fiscale. Est-ce qu'on parle de la baisse des cotisations salariales? Est-ce qu'on parle début avril pour les femmes qui sont dans des foyers monoparentaux avec 2 enfants, des 136 € de plus par mois? Est-ce qu'on parle de la baisse de la taxe d'habitation dès le mois d'octobre? Est-ce qu'on parle de des mutuelles? Mais parce que ça prend du temps. Ressenti ainsi. Ça prend du temps. Ça fait 30 ans que dans le pays, la classe politique infantilise les Français en disant d'un coup de baguette magique, on va régler vos problèmes. C'est pas vrai. Ça prend du temps, c'est quelque chose qu'on inscrit dans la durée, et c'est à la fin de l'année. Vous savez, dans mon Morvan natal, on dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, c'est le salon de l'agriculture, donc c'est parfaitement à propos. C'est à la fin de l'année qu'on verra aussi l'impact sur le pouvoir d'achat. Et après, la philosophie qu'on a derrière, c'est qu'il faut qu'en France, le travail paye mieux. On l'assume absolument, et le travail paiera mieux dans ce pays. Alors, dans un instant, on parlera justement de l'agriculture. Est-ce que c'est un gouvernement qui peut être le gouvernement des paysans, alors qu'il est souvent caricaturé comme le gouvernement des citadins, des gens des villes, des riches? On en parlera dans un instant. Lina Dumont voudra vous interpeller également sur le SDF. A tout de suite sur RMC numéro 23. Le retour des grandes gueules sur RMC numéro 23, Lina Dumont, Charles Consigny, Jimmy Mohamed et Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement pour le grand oral. Et Lina Dumont. Oui, alors Monsieur Griveaux, comme tout le monde sait, Monsieur Macron, c'est un échec vis-à-vis des sans-abri, jusqu'à la fin de l'année, il avait... Bon, moi je le savais, j'y ai jamais cru, je vous dis honnêtement. Il avait promis que d'ici fin 2017, il n'y aurait plus de SDF dans la rue. Voilà, mais personne n'y a cru. Je ne sais même pas comment il a pu affirmer quelque chose comme ça. Alors, comme vous faites tout par ordonnance... tout, non, on a passé la réforme du marché du travail. Donc, qu'est-ce que vous avez... le reste, on est passé par la loi. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la situation des sans-abri, qui va encore augmenter à partir du 1er mars, puisque les expulsions locatives vont... C'est la fin de la trêve hivernale. Voilà. Sachez que dès lundi, il y a une période hivernale qui va être très très froide. Alors concrètement, me dites pas, on va construire des logements sociaux. Ça, c'est bon, on l'a déjà dit. Je ne vais pas vous le dire, puisqu'on l'a fait. On a augmenté de 10 000 places le nombre de places en hébergement. J'écoute volontiers le procureur, mais l'avocat a le droit de répondre. Allez-y, monsieur Griveaux. Il y a 145 000 places d'hébergement d'urgence, on doit être à 10 ou 12 000 de plus que l'année dernière. Donc il y a un progrès.
l'hébergement d'urgence, c'est utile quand il y a des épisodes. Alors, de grand froid tel qu'on va avoir, mais surtout l'objectif c'est de ne pas maintenir des gens dans l'urgence, parce que c'est jamais une bonne solution que de se dire que l'hébergement d'urgence c'est quelque chose qu'on va utiliser, mobiliser quand ça va pas bien, et puis après on met la poussière sous le tapis, on regarde pas. L'idée c'est d'avoir justement, et c'est ce que font Jacques Mézard et Julien de Normandie, de construire un parcours qui va permettre de passer de l'hébergement d'urgence à un hébergement intermédiaire pour pouvoir réinsérer et travailler sur les questions d'autonomie sociale, d'autonomie vers l'emploi, d'insertion vers l'emploi. Et ça existe déjà, tout ça, monsieur. Ça existe déjà, mais ça marche pas manifestement. Si, ça marche, mais il y en a... pas suffisamment, parce que sinon on n'aurait pas des gens qui aujourd'hui meurent de froid dans la rue, on n'aurait pas à Paris, le compte a été fait, 2900 personnes qui sont à la rue, etc. Donc manifestement, il y a des choses qui existent, on n'est pas en train de dire que rien n'a été fait jamais et qu'on arrive à nouveau tel les chevaliers blancs, qu'on va tout régler d'un coup de baguette magique, mais en revanche, on peut nous faire crédit qu'il y a les discours de tribune et puis il y a ce qu'on met nous sur la table. Donc il y a eu ces 10 000 places en hébergement d'urgence supplémentaires, et que le travail qui va s'engager, que ce soit à travers ce qu'ils ont appelé les pensions de famille ou à travers du logement intermédiaire, mais c'est 50 000. Donc c'est pas totalement neutre pour des personnes, pour les sortir de l'urgence. L'objectif c'est de sortir les gens de l'urgence. Est-ce que vous comptez au moins faire tous ces centres d'hébergement d'urgence? Est-ce que vous pouvez vous engager à me dire, parce que vous êtes le porte-parole quand même, que maintenant les centres d'urgence seront pérennes et ne seront plus fermés de toute l'année? Alors, à nouveau, le travail, c'est important. Sinon, ça contredit ce que vous venez de dire. Mais c'est important de travailler sur l'urgence, je vous l'ai dit. Mais l'objectif, c'est quand même, à terme, et le plus rapidement possible, de ne pas avoir que des gens qui sont dans des situations d'urgence, parce que ça n'est pas tenable. Et l'idée, c'est de sortir les gens de l'urgence pour les emmener vers du logement intermédiaire et vers un parcours d'insertion. Parce que quand vous êtes dans l'urgence, vous travaillez assez peu sur les questions d'autonomie sociale ou d'insertion vers l'emploi. Moi, j'ai été chargé du RSA dans un département qui est plutôt un département pauvre pendant quelques années. Ce qui était très frappant, c'est que si on saucissonne les sujets, en fait, on rate une partie du parcours d'insertion des personnes. Et que travailler sur l'hébergement, c'est bien, mais qu'il faut travailler en même temps sur l'insertion dans l'emploi, en même temps sur l'autonomie sociale. Des gens qui, parfois, ont eu des cassures personnelles très profondes. Ce que vous me dites là, moi, ça fait... Je l'ai entendu des milliards de fois. Je vais vous dire un truc. J'ai pas de doute que vous l'avez entendu des milliards de fois. Faites-nous crédit d'une chose. C'est que pour l'instant, quand on essaie quand on dit des choses, on les a faites. Ça nous est suffisamment reproché parce qu'on dit mais alors vous avez fait les ordonnances. Oui. Quand on dit des choses, on les fait. Quel est le premier opposant à Emmanuel Macron? Pendant longtemps, on a dit Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, c'est Laurent Wauquiez. Il y en a plusieurs. Il suffit de regarder. Et d'ailleurs, souvent, ils s'entendent sur les mêmes thèmes, ce qui est assez savoureux de voir la droite de Laurent Wauquiez applaudir ou en tout cas partager les mêmes attaques à l'endroit du gouvernement que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, ou même parfois que la Nouvelle Gauche. Il y a plusieurs oppositions. Il y a une opposition de droite, enfin en tout cas deux oppositions de droite, le Front National et puis Laurent Wauquiez avec les Républicains, qui incarnent une partie de la droite, mais je ne crois pas la totalité de la droite française, parce qu'en France, il y a une droite qui est sociale, qui est libérale, qui est européenne, et qui n'est pas sur le projet politique porté par Laurent Wauquiez. C'est des gens comme, si on prend les anciens premiers ministres, prenons pas les actuels, c'est Jean-Pierre Raffarin sans doute, c'est Alain Juppé, dont on sent bien qu'ils ne sont pas à l'aise avec la ligne provoquée, enfin en tout cas proposée par Laurent Wauquiez. Je ne crois pas que ce soit des gens de gauche, je pense que Laurent Wauquiez est sur une ligne très, très à droite. Non, il est sur une ligne, il nous l'a expliqué la dernière fois sur BFM TV, du franc-parler. Voilà, il va dire ce qu'il pense. Moi j'ai toujours un doute désormais quand Laurent Wauquiez dit qu'il est sur le franc-parler, c'est la question de sa sincérité. Pourquoi ? Parce que s'il a menti à des étudiants et s'il appelle Nicolas Sarkozy en s'excusant, si bien qu'il considère qu'il a menti dans les propos qu'il a tenus face aux étudiants, ça veut dire qu'il peut mentir à tout moment. Donc moi la question c'est, est-ce qu'il nous dit à un moment la vérité ? Et j'aurai toujours ce doute-là quand il s'exprimera désormais. Qui est le vrai Wauquiez en fait ? Je sais pas, il faut lui demander, mais il parle beaucoup de lui-même. Son projet, c'est lui-même. Marion Maréchal-Le Pen, ce retour inattendu à Washington, vous en pensez quoi ? En anglais ? En anglais. Oui. Je note. C'est suffisamment reproché à Emmanuel Macron ou à des ministres quand on s'exprime dans la langue de Shakespeare quand on se trouve à l'étranger. Écoutez, elle est une responsable politique, alors qu'elle a quitté la politique, qui revient aux États-Unis dans le congrès d'un parti républicain qui n'est pas connu pour sa modération dans les expressions encore récentes de certains grands responsables de ce parti. Vous êtes élu parisien, vous avez été élu député de Paris, puis ensuite vous êtes rentré au gouvernement. Anne Hidalgo a essuyé un revers cette semaine, la maire de Paris, puisque le tribunal administratif a annulé la piétonisation des voies sur berge.
Anne Hidalgo fait savoir que Nicolas Hulot la soutient. Alors, est-ce que c'est vrai que Nicolas Hulot soutient Anne Hidalgo ? Je crois que c'est Bruno Julliard qui dit que, bon, vous savez, le meilleur moyen, c'est de demander à Nicolas Hulot. Ce qu'il faut constater, c'est qu'effectivement, il y a eu cette décision qui a été rendue par le tribunal administratif cette semaine et qui pose la question. Moi, je l'ai déjà dit à maintes reprises et je maintiens, l'objectif est le bon. Qu'on ait une pollution atmosphérique moins importante à Paris, quand on a des pics de pollution en particules fines. Moi, j'ai des enfants en bas âge, je vois bien qu'ils toussent, qu'ils sont pas bien et que ça va. Objectivement, c'est désagréable. Donc l'objectif, il est bon. La question, c'est la méthode. Et la méthode, elle n'est sans doute pas la bonne sur plusieurs points. Un, il faut concerter et sans doute plus en profondeur que ce qui a été fait. Et surtout, il faut parler au territoire autour. Parce que quand le maire de Paris prend une décision à Paris, eh ben, ça impacte le Val-de-Marne, ça impacte les Hauts-de-Seine, ça impacte la Seine-Saint-Denis. Et donc, il faut parler. Paris qui ne considère que Paris dans les frontières du périphérique, c'est pas sans doute une vision du territoire très moderne. Est-ce que En Marche va envoyer un candidat pour délivrer les Parisiens de Anne Hidalgo ? Avant de savoir si on envoie un candidat, il faut savoir s'il y a un projet. Et il y aura des candidats En Marche au municipal dans les villes où on considère qu'on a un projet intéressant, innovant et différent. Mais là-bas, c'est pas difficile d'avoir ici à Paris, c'est pas difficile d'avoir un projet différent. Bah écoutez, d'abord on va travailler au projet, puis ensuite on évaluera s'il est différent ou pas et suffisamment innovant. Ça vous intéresse, je suis député parisien par définition. Quand on est député d'une ville, on s'intéresse à la ville comme l'ensemble des députés parisiens. C'est une belle fonction, maire de Paris, Benjamin Griveaux ? C'est évidemment une belle fonction, mais là, je suis porte-parole du gouvernement et ça n'est pas le sujet. Il est normal qu'un élu parisien s'intéresse à ses administrés. Ça vous dérange que régulièrement, dans les articles, votre nom revient comme candidat potentiel à la mairie de Paris ? Je respecte trop la liberté de la presse, mais vous savez, parfois, il y a des romans qui sont écrits, il y a de la fiction, une part dans les articles qu'il m'arrive de lire. Oui, excusez-moi, moi je parle de ce que je connais, je vous le dis. Voilà, par rapport au logement, vous savez que le logement, les gens, ils en crèvent, quoi. Je veux dire, ils trouvent pas, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez repensé l'encadrement des loyers ? Parce que franchement, à Paris, il faut absolument que les loyers soient encadrés. Mais vous savez, il y a pas seulement à Paris, parce que Bordeaux, à Lyon. Oui, voilà, toutes les villes. Mais Lille, je crois que c'est resté. Vous avez un sujet sur le logement parce que le taux d'effort, enfin ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire la part du revenu disponible des ménages français dans le logement a pris une part considérable. Voilà. Et c'est d'ailleurs un vrai choc générationnel parce que la génération de nos parents, nos grands-parents réussissaient à accéder à la propriété, ce qui est aujourd'hui pour la génération des trentenaires ou des jeunes quadras, moi compris, c'est très difficile d'accéder à la propriété. Soit vous avez un apport de famille et ça arrive à quelques personnes qui ont un peu de chance, enfin l'essentiel du temps c'est quand même très compliqué. Donc vous avez la question. L'encadrement des loyers, c'est pas la seule réponse. Le sujet, c'est de faire une politique de l'offre. Et donc, c'est de construire. Et c'est de construire dans des endroits où on en a besoin. Et il y a des zones où c'est tendu, hyper tendu. C'est l'Île-de-France. C'est une partie de la région à la frontière suisse. C'est une partie de la région PACA. C'est là où on a besoin de logement. Donc, d'abord, la question, c'est l'offre de logement avant de dire on va sanctionner, encadrer, etc. Ça peut être utile, mais c'est surtout de dire il faut construire. Parce que si on construit pas, on va pas régler le sujet en mettant des sanctions uniquement. Jimmy Mohamed, notre médecin. Oui, j'ai une question sur les inégalités hommes-femmes. Et on a entendu la secrétaire d'État, enfin la ministre Marlène Schiappa, beaucoup intervenir à juste titre sur les violences faites aux femmes. Mais j'aimerais savoir, en dehors de ce problème qui est un problème très important auquel on doit bien sûr s'attaquer, qu'est-ce que concrètement le gouvernement compte faire contre certaines inégalités, comme le fait que à compétences égales, les femmes gagnent moins, qu'elles gagnent une retraite, qu'ils ont une retraite inférieure à celle des hommes, que le congé maternité, honnêtement, 2 mois et demi, c'est pas suffisant quand on désire allaiter par exemple, ou même si on ne désire pas allaiter, ça ne suffit pas. Et puis qu'il y a le congé de paternité aussi. Oui, bon, qu'on passe de 7 jours à 15 jours, ou que ce soit obligatoire, pourquoi pas. Mais c'est pas acté encore ça. Il faut que les papas prennent leurs responsabilités. Et en dehors de ça, il y a un exemple très concret. En fin octobre, enfin fin 2017, les femmes médecins qui travaillent de façon libérale ont eu le droit à un congé maternité d'à peu près 3 000 € par mois pendant 3 mois, qui leur permet d'assumer les charges, et pas simplement d'avoir une rente, face à l'URSSAF, la caisse de retraite. Et donc c'est une très bonne chose. Mais ces 3 000 € n'ont pas été donnés aux infirmières libérales, aux kinés, ni aux sages-femmes. Pourquoi cette inégalité, et est-ce que vous avez des mesures concrètes à nous proposer en dehors des violences faites aux femmes ? Je ne suis pas ministre de la Santé, donc j'ignorais cet état de fait. Je savais que ça avait été fait pour les femmes médecins qui étaient installées en libéral et qu'on accompagnait à la grossesse. La question, elle est
je vais vous dire, elle est évidemment sur les questions salariales, et ça c'est un engagement qui a été pris, notamment dans le cadre du pacte que va présenter Bruno Le Maire très prochainement au Conseil des ministres, qui sera débattu à l'Assemblée, d'avoir à la fin du quinquennat réussi à régler ces questions d'inégalité salariale à compétences équivalentes, à postes équivalents. Et après, je vais vous le dire, c'est aussi une bataille culturelle. Regardez la loi sur la parité. C'était en 97, ça fait 20 ans qu'on a fait ça. On n'arrive toujours pas à avoir la parité. Pourquoi ? Parce que les partis politiques, ils ont fait un truc très simple. Ils ont mis dans les circonscriptions gagnables les mecs, et ils ont mis dans les circonscriptions très difficiles les femmes, en disant, vous voyez, on présente 50-50. C'est-à-dire qu'on a la parité dans le nombre de candidats, mais en fait, on met les femmes dans les circonscriptions pas gagnables. Donc la loi peut pas tout régler dans ce pays. Il faut sortir de cette idée-là. C'est aussi, par exemple, sur la question de la représentation à l'Assemblée nationale ou dans les exécutifs locaux, c'est aux partis politiques de dire, eh ben, moi, je vais présenter des femmes dans les circonscriptions gagnables, dans les jobs. Et ce travail-là, il doit être fait par les partis politiques, il doit être fait dans les entreprises, il doit être conduit dans le monde associatif. C'est ça aussi, il faut en finir avec ce mal français de considérer que la loi va tout régler. C'est pas vrai. Elle est là pour accompagner, et sur les questions d'égalité salariale, il y a évidemment quelque chose à faire au niveau de la loi, mais ça peut pas être que la loi, c'est aussi les comportements qu'il faut changer. Une dernière question, le salon de l'agriculture. Est-ce que Emmanuel Macron peut être le président des paysans, lui qui est souvent caricaturé comme étant le président des citadins, des riches citadins ? Ici, je sais bien qu'on caricature jamais aux grandes gueules. Et donc, vous savez, moi, je me souviens toujours d'un truc, c'est que le premier déplacement qu'il fait quand il démissionne de Bercy à la fin de l'été 2016, à la fin août 2016, c'est à Aurillac. Et que, pour vous faire une confidence, le projet de droit à l'erreur, il est né à Aurillac parce qu'on est allé voir un agriculteur exploitant à qui on a fait changer son pédiluve, qui est la bassine dans laquelle vous nettoyez vos bottes avant de rentrer dans l'étable, 2 fois en 5 ans pour des questions de surtransposition réglementaire absolument stupides. Ça lui a coûté 4 mois de son salaire. C'est donc en partant du terrain, et c'est donc aussi dans ce qu'on veut construire pour la jeunesse agricole de ce pays. Et honnêtement, le modèle qu'on a connu ces 30 dernières années, on a fait du rafistolage, on a fait de l'ajustement, on a une jeunesse agricole qui est prête sans doute à transformer ce qui a été fait, le modèle productiviste qui avait son utilité dans les années 60, 70 et 80, mais qui aujourd'hui, confronté à la réalité à la fois de la mondialisation et de la nécessité de monter en gamme, de ce que disait votre invité juste avant moi, Benoît Biteau, sur les questions de nouvelles formes d'agriculture, de respect de l'environnement, c'est tout ça, c'est un magnifique projet. Et je suis sûr que la jeunesse agricole de ce pays va faire fi des batailles du passé et des positions acquises par le passé. Et Macron sera demain au salon, ça va bien se passer ? Écoutez, ce sera franc et direct. Je suis sûr que le monde paysan lui réservera un bon accueil parce que le monde paysan aime les personnes franches et directes. Et vous aussi, vous allez tâter le cul des vaches comme beaucoup de ministres ? Écoutez, je vais voir si dans mon agenda, je peux trouver un moment pour y aller. Moi, j'aime bien y aller, puis j'aime souvent y aller en famille. Merci Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Merci d'être venu passer le grand oral des GG.